expositions et actualités des bons livres, les auteurs se racontent. Bonjour à tous et bienvenue à notre antenne de Radio Pluriel. Bonsoir. Enfin, on démarre. Bonne année à tous. Merci à vous aussi. Jean Ducreux qui est avec nous, bonne année. André Jacquier qui nous a rejoint pour lire. Le lecteur Candide. Et Bernard à la table de mixage. On a des petits soucis, mais c'est le virus. Hein. Nous, on n'y est pour rien. C'est le virus qui est entré dans la table de... Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes et bonne année. Voilà, qu'à cela ne tienne, on va rattraper le temps perdu. Donc, on a invité Jean Ducreux. C'est bien la troisième fois qu'il vient à notre antenne. Troisième ou quatrième fois, et je viens toujours avec autant de plaisir. Oui, mais comme chaque fois qu'il écrit un nouveau roman, donc on ne peut pas faire moins que de l'inviter. Du coup, on le voit souvent et on est très content. Donc, écrivain de polar, fort cultivé, l'homme. Voilà, d'habitude, il nous entraîne dans des découvertes multiples. Et puis là, ce nouveau polar qui est sorti dans la trilogie, qui s'appelle Tirage gagnant. C'est toujours l'histoire de ce fameux moineau, on va reparler. Donc c'est le deuxième. La troisième édition est sûrement déjà un petit peu bien avancée, comme tu fais d'habitude. Le moineau 3 compte déjà 90 pages à peu près, voilà. Donc un tiers du roman. Et le moineau 4 a une structure qui est complète. Donc, mais il y a 4 moineaux cette fois-ci. Ah, mais c'est pas une trilogie, non. C'est plutôt une collection, en fait. Le moineau de Pécourt, c'est une collection, quoi. C'est pas une quadrologie. Une tétralogie. Une tétralogie, merci. Non. Oui. Mais on va se régaler, alors. On a quelques... J'espère que vous aurez autant de plaisir à les lire que j'ai à les écrire. Alors, revenons sur ce moineau. Donc, le moineau de Bellecour, c'est Obispo. Comment il s'appelle déjà? Il s'appelle Nacho Obispo. Oh, Nacho Obispo. Fidalgo y Gorrión. Oui. Alors moi, je ne suis pas du tout sur les langues du Sud, je suis plutôt sur l'allemand et l'anglais. Alors, je vais avoir de la peine un peu parce qu'il y a beaucoup de citations quand même, mais elles sont traduites dans le livre. Elles sont toutes traduites, oui. Elles sont toutes traduites. On est quand même dans le monde latino avec ce moineau qui... beaucoup moins que dans le premier, puisque effectivement, il y a beaucoup moins d'hispanophones cette fois-ci. Oui. Hein. Dans Salsa Picante, il y avait beaucoup d'espagnols. Ici, le seul qui parle véritablement espagnol, c'est toujours la figure tutélaire du grand-père. Le grand-père, oui. Avec ses maximes à l'emporte-pièce, quelquefois. Qu'on a noté un peu partout, d'ailleurs, les maximes du grand-père, parce qu'elles sont très, très bien dans ses bottes, bien dans la réalité. Elles nous parlent de choses simples et directes. Oui. Donc, le premier, c'était Salsa Picante. C'était autour de la dope, un peu quand même. Oui, de la drogue, oui. Bon, oui, voilà. Il y avait un peu loin la Colombie, ou je ne sais plus quel pays c'était. Et puis, il y avait une touche de politique aussi, bien sûr. Hein. Il y avait des escortes girls aussi, assez provocantes. Toute grande ville a ses escort girls et Lyon n'y échappe pas, bien sûr. Mais on ne les voit pas tant que d'enterrement. Je trouve d'enterrement, elles sillonnaient le quartier non, je n'en rajoute pas. De la presqu'île. Oui. Quitte à se montrer ses cuisses le jour du 8 décembre aux illuminations. C'était Michel, quand même... tout de même, enfin. Oui, il y avait une description assez olé du mannequin. Ouais, du mannequin sur. Alors, quand c'est la fête des Lumières, j'y pense tout le temps. Je dis c'est vrai. C'est là que ça s'est passé l'assassinat du premier roman. Oui. C'est vrai que chaque fois que je passe devant la statue de Louis XIV, je pense à ce pauvre mannequin assassiné. Ouais. Dieu et son âme, voilà, on lui pardonne. Alors dans ce roman-là, il y a quand même pas mal de morts. Hein. Il y en a sur les comptes, mais c'est moins sanglant quand même, il me semble. C'est moins sanglant. C'est moins crapuleux. C'est comme si un châtiment divin s'abattait sur la tête de certains. C'est des crimes ordinaires, on va dire. Des crimes plus ordinaires. Faits divers, ça ressemble plus à un fait divers qu'on lirait dans le Progrès tous les jours. Exactement, oui, tout à fait. C'est pas de la grande criminalité. Oui, sur lequel on s'interroge. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a le dernier accident du livre, c'est Cour-Émile Zola sur le passage piéton. Un type, Lucas, machin, on en parlait, qui se fait renverser par une voiture. Et malheureusement, je connais des gens à qui c'est arrivé sur ce Cour-Émile Zola, sur le passage piéton. Ah, oui.
Donc, il y en a dans la presse, il y en avait encore un la semaine dernière. Une jeune fille. Ça arrive trop souvent, hélas. Trop souvent sur Scouré-Émile Zola, avec des gens traumatisés après, des lits de fuite. Enfin, bon. Donc c'est une réalité, c'est pas un fait divers seulement, c'est une réalité qu'on voit. En l'occurrence, c'était sur le carrefour de Foch-Viton. Mais c'est un peu la même chose. Pour moi, c'est un des plus beaux carrefours de Lyon. Il est magnifique, ce carrefour-là. Avec ses contre-allées sur Viton, Foch qui a bonne allure, à la fin de Saxe-Gambetta. Bon quartier, beau quartier. On reste dans le 6e. Il faut dire une chose à propos de Nacho, c'est que c'est quand même un petit bourgeois, c'est un détective un peu rondouillard, c'est pas du tout un... Alors, il a beau se prévaloir de grandes qualités politiques, c'est un homme de gauche, etc., mais il est un petit peu en contradiction avec pas mal de choses, quoi. Moi, je l'aime bien dans ce livre parce qu'il fouine. Il fouine des fois avec ses gros sabots, mais c'est sympa, quoi. Donc, il va dans les campagnes, il va un peu chez les gens sous prétexte de. Et puis, en faisant discuter à droite à gauche, les conversations, paf, il y a un truc qui sort et ce petit détail qui va enchaîner la suite. Et on chemine comme ça dans tout le roman. On chemine quand même jusqu'à la page... au moins 200 et quelques, avant de savoir quand même, de comprendre ce qui se passe. Avant de comprendre ce qui se passe, c'est vraiment très mystérieux. On est tenu en haleine. Oui. Effectivement, donc pour résumer, le tirage du 13 mars 2020 avait donné une suite de chiffres, une suite de numéros absolument exceptionnels, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 et le complémentaire, le 7. Alors, ça peut arriver, c'est pas du tout impossible. En fait, il y a eu un tirage un peu similaire en Afrique du Sud après la sortie du bouquin. C'était, je crois, le 4 jusqu'au 9, etc. Et bon, ça peut arriver, c'est pas du tout un tirage impossible. Maintenant, il y a de tels intérêts économiques de part et d'autre. Il y a des tiraillements entre le président directeur général de la Lyonnaise de Jeux, donc une société qui n'existe pas évidemment dans la réalité, mais qui est un peu comme la française, la FDJ, quoi. Et puis son conseil d'administration qui veut à tout prix balayer le PDG. Et donc là, ça devient une affaire, d'intérêt. Et Nacho Obispo est invité à faire la démonstration, soit qu'il n'y a pas eu tricherie, soit qu'il y a eu tricherie. Non, mais il faut comprendre une tricherie. Qu'il y ait un gagnant avec une suite 1, 2, 3, 4, 5, soit... Même en Afrique du Sud. Mais là, il y a 8 gagnants. Il y a 8 gagnants. Qui se partagent le magot. Ça fait une somme faramineuse et qui met à mal la trésorerie de la... Exactement, parce que d'un coup, il faut sortir 80 millions d'euros sur une petite régie des Jeux provinciales. Et donc, effectivement, la LDJ n'a pas cet argent-là. Donc, ça pose un problème. Il y a eu de multiples dysfonctionnements à de multiples niveaux. Et c'est ce qu'il faut rechercher. Donc, on lui confie l'enquête. Voilà, un petit peu avec pas grand-chose, une liste de gagnants, et c'est tout. Et Hardy Petit, débrouille-toi. Alors, il a une liste de 8 gagnants, dont les âges sont très divers. Je pense que ça va de 25 ans à 90 ans. Le dernier est décédé de la Covid. Et il faut qu'il aille interviewer ces gens-là, sous le fallacieux prétexte de leur prêter conseil, de leur donner des conseils sur la manière de gérer leur argent. Donc, le Nacho Obispo, qui est une grenouille de bénitier qui s'ignore sans s'ignorer, ça l'embête de mentir, parce qu'il se dit, mince, il va falloir que j'aille à Confesse ensuite. Oui, il a des problèmes avec son confesseur, oui, souvent. Et voilà, l'abbé Robinet. À Confesse. Ah oui, j'avais regardé un truc avec Confesse qui était un petit peu limite au niveau... Oui, je n'ai rien dit, mais j'ai une pensée moi, parce qu'il y a beaucoup de petites grivoiseries qui sont cachées dans les coins du livre, de temps en temps. Loin de nous cette pensée. Mais non. Mais surtout par rapport à l'Église. Et puis le précédent, déjà, il était un petit peu chaud par rapport à ce qui se passait au diocèse l'année dernière, c'est-à-dire toutes les révélations avec Barbarin. Là, bon, ça continue. Ça continue, mais dans le roman, bon, il y a des petites évocations quand même discrètes encore de ce qui se passe dans le quartier bien pensant et catholique du 2e arrondissement. De la Presqu'île. Oui, tout à fait. À Aînay. André, tu veux nous lire le petit passage sur l'à propos. Pourquoi l'auteur a envie de s'intéresser aux jeux et qu'est-ce que c'est que ces jeux d'argent et à quoi ça correspond dans le substrat sociologique?
Parce que c'est quand même la mise en garde de l'auteur, elle nous dit. Oui, tout Et à là, fait. c'est sérieux, c'est des pages sérieuses. Oui, c'est sérieux, là. Voilà, alors soyons sérieux 3 minutes pour écouter la mise en garde. J'ai toujours pensé qu'on ne pouvait pas tricher au jeu de hasard. Cela me paraît assez baraque encore aujourd'hui. Non pas que j'ai beaucoup réfléchi à la question, jamais avant qu'on ne me propose cette affaire la plus sanglante de ma jeune carrière. Mais la loterie est une de ces institutions qui sont un peu le fleuron de notre système capitaliste. Mais c'est aussi sa face opposée, comme le formulait mon aïeul canarien. C'est une chimère faussement vertueuse, mon petit Ignace. Un rejet du tronc central, un surgeon boursouflé, de ceux qui passent avant le journal de 20 heures et qui font passer la pilule de tout le reste pour le bas peuple. C'est une tricherie idéologique, de gauche comme de droite, partout dans le monde, même en Ukraine ou en Biélorussie. Les Russes ont le gosse loto 6,45. Quant aux Chinois, nous n'en parlerons pas. Ils parient père et mère sur n'importe quoi. Le tirage au sort, dans un tripot ou à la télé, c'est le fantasme du resquilleur, comme le coupe-fil du pauvre, un passe-droit ou une tangente possible au contrat social, l'intérêt individuel qui prime sur le général. Il reprenait sa respiration. C'est un bras d'honneur au principe de dur labeur. Il avait raison. Le loto est l'un des piliers quotidiens du rêve éveillé de millions de gogos. Une pile surchauffée qui agite inconsidérément les petits et les humbles et les fait grésiller jusqu'au burn-out, car elle fait appel aux mauvais instincts de la plèbe. Vinco ergo sum. Je gagne donc je suis. Et puis je triche, tiens. Et donc, Frodo ergo sum. Cela sonne comme un titre de chez Tolkien. Frodon, nous autres petits hobbits malhonnêtes, et voyons si la vie nous gâte plus que d'ordinaire, mieux que ne le fait notre lot quotidien, lequel résulte souvent d'un mauvais tirage. Bon, mais dans ce cas, comment prouver qu'on n'avait pas triché? Esta es la pregunta. C'était même la seule et unique question qui comptait. Comment démontrer l'indémontrable? Car nous sommes dans un monde qui traque le vice, mais n'encense pas nécessairement la vertu, ni ne sait la reconnaître de manière formelle. Voilà dans quel dilemme j'allais m'embarquer. Mais je mets la charrue avant les bœufs. Je dois reprendre la chronologie de cette enquête par le menu, car chaque détail compte. Alors, on est bien mis en garde, on a compris. C'est du sérieux quand même. C'est Cette sérieux, réflexion, au fond, ces c'est-à-dire que, réflexions, oui. ouais. On avait évoqué, je me rappelle, pour Salsa Picante, les tonalités voltairiennes. Hein. Il y avait du Voltaire là-dedans. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Cunégonde, il y avait bien sûr Candide. Nacho étant le Candide. Et ici, on passe à un étage plutôt rousseauiste. D'ailleurs, le PDG de la LDJ s'appelle Gilles Rousseau le Sabard. Le Sabord, pardon. Sabard, c'est la vraie personne, celui qui a inspiré le personnage. Je pense qu'il écoute en ce moment, donc ça lui fera plaisir. Ouais. Avec des... Oui, ça commence, ce bouquin, ça commence par un conseil d'administration échevelé, c'est-à-dire que notre moineau, il se trouve dans le conseil et il entend tous les... en absence du président. À l'absence du président, c'est-à-dire que là, c'est carrément un coup d'État. Et un putsch, carrément. Et donc, il ne connaît pas la situation. Il se trouve mêlé là-dedans. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils veulent sa peau. Et pourquoi? Enfin bon, qu'est-ce qui se trame sur un truc sur fond, effectivement, de crise monétaire, puisqu'il manque combien de millions? Il manque des dizaines de millions d'euros, bien sûr, oui. Mais à la fin du bouquin, on est quand même rassuré sur le devenir de la LDJ. Oui, ils vont se débrouiller. C'est-à-dire que c'est une erreur de parcours, rien de plus, quoi. Ouais. Par contre, le rapport à l'argent des candidats est assez surprenant, parce que quand le moineau visite chacun des gagnants, qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent? Qu'est-ce qui a changé dans leur vie? On est un peu surpris parce qu'il n'y a pas tellement de... Ça décolle pas. C'est là qu'on peut déjà se poser des questions et admettre que s'il y a eu tricherie, alors pourquoi a-t-on triché? Et on s'aperçoit, parce que bon, on va trahir un secret, il y a eu tricherie. Et donc, on s'aperçoit ensuite, effectivement, que nonobstant tous les mensonges que peuvent
servir les gagnants à Nacho, eh bien, malgré tout, il y a un fondement à leur action. Et là, je ne vais pas déflorer mon propos, n'est-ce pas? Alors, il s'est construit comment, ce roman, en fait? Parce que le sujet est assez original. Bon, je voulais effectivement, je pense que, et vous allez voir que le Moineau 3 et le Moineau 4 se démarquent complètement d'une production policière traditionnelle. C'est-à-dire que c'est vraiment, non seulement il y a une dimension humoristique, etc., mais tous les sujets, ce sont de véritables intrigues, j'insiste là-dessus. C'est-à-dire que pour concocter tout ça et organiser mon plan, il m'a quand même fallu près de 6 mois, quoi. Hein. Mais on s'engage sur d'autres voies et d'une autre manière qu'un polar traditionnel. C'est-à-dire que c'est un véritable polar où, j'espère, on rigole autant que moi je rigole en écrivant et qui propose vraiment un autre contenu. Donc effectivement, là, la genèse de cette histoire de tricherie, écoutez, je ne me rappelle plus très bien quand même. C'est dommage, hein. Oui, parce que en fait, parce que nous, on attend. Très souvent, il y a un concept de base qui... on part sur un postulat et on dit « et si ?» et comment on pourrait tricher à la loterie, etc. Et puis on peut simplement voir un fait divers, des fois, qui lance quelque chose. Alors, effectivement, ça peut être le cas dans d'autres circonstances. Je me rappelle très bien, par exemple, que c'était pour le tome 1 de la trilogie ligérienne, hein, des Crimes et des Routes. Ça s'appelait Le héros de l'ère des 311. Et bien, effectivement, il y a eu un fait divers à la base. C'est-à-dire une personne qui est restée prisonnière d'un véhicule en feu. Et ils n'ont pas réussi à le dégager à temps. Donc, il est mort dans cette voiture. Mon postulat, à ce moment-là, était de dire, très bien, ça s'est réellement passé. Et si non seulement le type n'avait pas réussi, non seulement s'il n'avait pas réussi à sauver le conducteur, mais s'il l'avait maintenu dans l'habitacle de manière à ce que il parte en fumée. Et s'il l'a fait, pourquoi l'a-t-il fait? Et puis, ce qui était intéressant dans ce premier tome, c'était effectivement qu'on savait dès le prologue qu'en fait, il y avait eu crime et on connaissait l'assassin. Tout l'intérêt ensuite était de voir cette jeune journaliste idéaliste qui se prenait d'affection dès le départ pour ce faux héros et qui, dans les colonnes du Progrès, titrait des pleines pages « Le héros de la 311 » pour un assassin qui souhaitait... Voilà, donc ça, c'est et si. Et tous ces postulats amènent finalement à des choses qui ne sont pas inintéressantes, quoi. Là, évidemment, la difficulté pour un volume comme celui-ci, c'était que j'avais un plan assez solide, mais je craignais de lasser le lecteur en lui disant « gagnant numéro 1, gagnant numéro 2, etc. » Effectivement, il y en a un certain nombre de ces gagnants qui mentent quand ils rencontrent Nacho. Mais ça, on ne peut pas le savoir tout de suite. Mais néanmoins, puis Nacho se dit il n'y a pas eu de tricherie, etc. Jusqu'à ce qu'une suite d'événements, et là, ça me paraissait intéressant. Parce que à partir de là, si on doit patienter, eh bien, à partir de là, ça va très, très vite. Je veux dire, la fin du bouquin. Ce que je m'efforce de faire toujours dans mes structures, c'est pour ça que je prends aussi longtemps, au moins 5 à 6 mois, c'est que j'essaye de démarrer petit, et puis j'essaye toujours d'aller crescendo en faisant un final un petit peu intéressant, quoi. C'est vrai que la structure du livre est particulièrement claire. Hein. C'est une structure très, très, très habituelle, finalement, où on met un groupe de personnages, on prend un événement, et puis chacun est suspecté. Oui, tout à fait. C'est Agatha Christie, Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. La mariée était en noir, par exemple. C'est le crime de l'Orient Express, n'est-ce pas? Oui. C'est un peu ça. Oui. C'est un peu ça. Savoir pourquoi ces personnages qui n'ont rien en commun, comment ont-ils pu se rencontrer, organiser une telle tricherie? Et c'est vrai que quand on écrit, on est menacé par une certaine lassitude, parce que quand on lit le bouquin, on dit, voilà le 1, après on passe 10 pages plus loin, on risque de retomber dans une certaine monotonie. Exactement. On a beau avoir un personnage sympathique comme le moineau. Et on est coincé par on a beau rigoler, parce qu'il y a des personnages quand même très hauts en couleur, eh bien, il faut quand même que l'intrigue avance, quoi.
On a une petite musique, alors qu'est-ce que c'est la première qu'on écoute? Alors, un véritable cadeau, une chanson des Andes du Pérou, qui s'appelle Gorioncillo, ne pleure pas, il faut que tu souris, etc. Donc on est en plein dans le moineau. Gorioncillo, ça veut dire petit moineau. Petit moineau, voilà. Petit moineau friqué. Revoloteando el nido destruido, un gorrioncillo, pecho amarillo, con sus alitas casi sangrando, su pajarita anda buscando. Cuando se cansa, se para y canta, y hasta parece que está llorando. Luego se aleja y se va cantando, solo Dios sabe que va llorando. Ay, pajarillo, gorrioncillo, pecho amarillo, no más de verte ya estoy llorando, porque Dios sabe al estar mirando que ando sangrando igual que tú. Gorrioncito, ¿cómo nos trae? Revoloteando el nido destruido, un gorrioncillo, pecho amarillo, sus alitas casi sangrando, su pajarita anda buscando. Cuando se cansa, se para y canta, y hasta parece que está llorando. Luego se aleja y se va cantando, solo Dios sabe que va llorando. Ay, pajarillo, gorrioncillo, pecho amarillo, no más de verte ya estoy llorando, porque Dios sabe al estar mirando que ando sangrando igual que tú. Exposition et actualité des bons livres, les auteurs se racontent. Voilà, le roman, c'est Tirage gagnant de Jean Ducreux. C'est un polar de chez nous. Alors, on va circuler dans tous les petits coins de Lyon, dans le Rhône, même en Haute-Loire. Là, dans celui-ci, on se balade un peu. C'est-à-dire que oui, les 8 gagnants ne peuvent pas se trouver tous au même endroit. Donc effectivement, il y en a certains qui sont lyonnais, puis d'autres en Haute-Loire. On va aussi en Saône-et-Loire, on va dans la Loire, on va dans l'Ain. Oui. Donc, sur les 8, on a le temps de se balader. Voilà, c'est ça. Et donc... Et alors, ce qu'il faut dire, c'est que le moineau de Bellecour, il en profite quand il sort de Lyon pour emmener tout son clan, toute sa petite famille. Il prend une voiture de location et hop, on va chanter Yukadi Aïda dans les bois, etc. Oui, on parlera de sa petite famille après. Ouais. Alors, donc, André va nous faire rencontrer une des gagnantes. Alors, elle est un Stitch, je crois... rue d'Arménie, là-bas, donc dans un quartier où... Alors, c'est la gagnante numéro 3. Ah, c'est la 3e. Il y a beaucoup de femmes, comme dans les gagnantes. Le lieutenant de Diambourg m'a déposé devant l'école privée Marc-Carrian-Papazian, rue d'Arménie, Lyon 3e. Un immeuble récent au lettrage doré, avec des trompe-l'œil d'arches orientales au-dessus du porche. Une fois la grille passée, j'ai vu de jeunes élèves abonnés à l'école d'été, certains en uniforme, jouaient entre les arbres de la cour. C'était agréable et cela me rappelait mes propres enfants. Ici officiait Sophie Nougzarian, la gagnante numéro 3. Mademoiselle Nougzarian, c'est elle qui insistait sur le titre, portait une robe d'été qui mettait en valeur ses appas. Elle affichait une silhouette délicieusement dodue et des poils noirs vivaces sur ses avant-bras.
de faux ongles longs carmin au bout des doigts. Elle était épanouie, cette demoiselle autodéclarée, jeune de quelques 50 printemps, libre et indépendante et surtout entièrement dévouée à ses élèves. Cette passion, elle la devait à son institutrice d'autrefois, une femme de cœur et de conviction, qui l'avait aussi inspirée pour créer la jeune troupe de théâtre arménien de l'école. Je sentais que je pouvais la faire parler. Au final, je n'ai pas su comment la faire taire. Il faut dire qu'elle ne cessait de me faire des compliments sur mon teint, la finesse de mes traits, mon habillement discret mais efficace. C'était grisant. Par ailleurs, ça faisait du bien d'avoir un cobaye consentant qui me donnait l'impression de remplir mon obligation vis-à-vis de mon employeur tout en me passant un coup de brosse à reluire. Je me suis donc présenté en lui servant le laïus habituel. Cela tombait bien, elle était entre deux cours. Elle m'a entraîné en salle des professeurs et m'a proposé un sourdj, un de ces cafés orientaux dans lesquels il y a à boire et à manger, puisque les grains moulus très fins frémissent avec l'eau et le sucre dans une gamelle de cuivre à long manche. J'ai poliment refusé. Elle m'a tiré un gobelet de thé vert du distributeur, puis s'est mise à aspirer son breuvage, en prenant garde de ne pas avaler le marc resté au fond de sa tasse. J'ai commencé par des lieux communs, sûr de mon fait et de mon bon droit à la mystifier. 100 000, vraiment, mais je ne savais pas qu'il y avait autant d'Arméniens sur la métropole. C'est important, l'Arménie, pour vous, mademoiselle ? Elle s'est mise à vibrer d'une belle intensité en réappliquant son masque qu'elle n'a cessé de mettre et d'enlever durant toute notre conversation. J'ai sorti de ma poche mon carnet noir et mon critérium. « Oh, que oui !» a-t-elle fait. « Oh, peuple arménien, ton seul espoir de salut réside dans ton unité. » Je ne vais pas vous rabâcher toutes les données de base du génocide perpétré par les Ottomans il y a un siècle. La beauté de ce seul leitmotiv devrait vous suffire. Pouvez-vous le ressentir au plus profond de vous, monsieur Obispo ? C'est tiré d'une poésie. Je ne... Yekishit Charens, notre plus grand poète, monsieur Obispo. Vous devriez, voyons. Et devant moi, plus qu'interdit, elle a baissé son masque. J'ai remarqué ses lèvres charnues et magnifiquement ourlées, et a déclamé avec autorité et passion « Tu vécus dans un siècle de lutte, et rien ne te sembla éternel. Tu vis le proche et le lointain, et rien ne te sembla éternel. Tu vis la chute et le renouveau, la fin de solides fondations, et, en dehors de la lutte, rien au monde ne te sembla éternel. » Les quelques enseignants encore dans la salle affichaient un sourire entendu. J'étais une victime expiatoire, l'anneau pascal. Ils se réjouissaient de ma présence qui les déchargeait probablement d'un fardeau, alors qu'elle, altière, n'avait pas un regard pour eux. Moi, j'étais admiratif. Mademoiselle avait un débit remarquable, authentique, professionnel. Sa respiration était posée, sa diction parfaite. Bravo, ai-je fait. Voilà un beau portrait de femme et puis d'un homme qui se laisse cajoler quand même un petit peu là. Oui, là, il est complètement sous le charme. Oui. C'est un petit peu son problème, quoi. C'est vrai que... À chaque fois, oui. Anacho aime les femmes, soyons clairs. Et elle le lui rend bien, parce que dans le Salsa Picante, tout de même, ma foi, il avait affaire à belle partie. Et dans le moineau numéro 3, je vous promets des scènes un peu plus... C'est la demande des lecteurs. Effectivement, c'est la demande des lecteurs, parce que dans Tirage Gagnant, tout le monde semble bien aimer Tirage Gagnant, parce que c'est un polar complètement différent, et qu'ils retrouvent un personnage qu'ils aiment, celui du moineau, mais malgré tout, on sent qu'il n'y a pas assez de sexe dans celui-ci. Alors, j'étais quand même très embêté, parce que c'est un homme qui est follement amoureux de son épouse, donc il n'est pas question non plus qu'il aille... Mais bon, il a des antécédents de par sa profession, à savoir il est spécialisé dans l'adultère. Alors bon, c'est vrai que je ne peux pas le faire tomber amoureux ou succomber au charme de toutes les femmes qu'il trouve, parce que sinon ça ne va pas aller, quoi. Ça, c'est les problèmes de l'auteur. Alors, comment il va résoudre ça, l'auteur ? Dans le mono 3, je pense que ça va vous plaire, parce que c'est... Il peut rêver. Alors bon, il rêve beaucoup. Oui. Chaque fois, il y a des rêves du moineau, il y a des rêves, il a une production onirique assez... on peut s'en tirer que ça. L'auteur, il a généralement, des ce sont des nymphes recouvertes d'un simple voile qui exécutent une danse pour lui, comme c'est le cas dans le tirage. Hein. Ouais. Mais ça n'a pas suffi à certains lecteurs. Donc, alors Bernard a une solution à proposer, je crois, non ? L'ombre de Saint-Jacques.
Ah Ouais. alors bon, merci Bernard, parce que ça me permet de rebondir sur une chose. Euh, j'ai entendu déjà au moins une quinzaine de fois dans les réactions des lecteurs un rapprochement qui est fait entre mon style et celui de Frédéric Dard. Non. Alors, c'est-à-dire que moi, personnellement, je n'ai lu que 3 San Antonio, donc ça ne peut pas être suffisant. En revanche, on m'a dit qu'il ne pensait pas à San Antonio, mais au Frédéric Dard, romancier plus traditionnel. Et là, je n'ai rien lu de lui, donc je ne peux pas savoir. Par curiosité, parce que là, c'est encore revenu cette semaine, alors je me dis quand même... Ah c'est... oui. Si ça revient tout le temps, il faut quand même Non, mais s'interroger. il y a certaines phrases qui font inévitablement penser à Frédéric Dard. La garce, cachée derrière son tailleur Chanel impeccable, elle venait de me traiter de nigaud et de me découper les parties basses au sécateur sans anesthésie préalable. Oui, ça c'est. Bon, ça, c'est peut-être plus San Antonio, effectivement. C'est-à-dire que, bon, Au sécateur. j'ai fait en sorte... Je me suis posé beaucoup de questions avant de démarrer le premier moineau. J'ai fait des essais, je fais des pages d'essais pour savoir s'il devait utiliser le subjonctif imparfait. Hors de question. S'il allait utiliser le passé simple. Hors de question. Donc, ça allait être toujours le passé composé. Et il n'arrête pas de dire je, et on accumule 3-4 principales à la suite. Et ça, c'est le style du moineau. Mais c'est un style qui est mi-châtié, mi-familier. Et donc là, c'est un équilibre que je dois toujours conserver et qui, au final, ne me déplaît pas. Mais quand j'ai démarré le deuxième moineau, j'ai dû relire le premier pour me pénétrer de son style. Maintenant, là, je crois que je maîtrise. Parce que dans le moineau 3, j'ai démarré vraiment avec la voix du moineau. Et je pense que le moineau 3 est appelé à encore plus de succès. Alors, j'ai de la chance, j'ai vraiment beaucoup de chance parce que Salsa Picante a fait un carton sur toute l'année 21. En réédition même, je crois. Oui, alors, il a été réédité, enfin. Oui. Il était en rupture de stock le 18 décembre, ce qui est quand même... et je dois remercier mon éditeur qui a fait un travail remarquable sur ce truc, avec l'illustrateur qui s'appelle Éric Martin, qui est un petit gars du Beaujolais qui fait un travail extraordinaire. Et je pense que tout ça participe au succès du moineau, quoi. Je crois que c'est très difficile pour un écrivain de créer quelque chose, de créer vraiment un style comme ça. Et là, il y a un style particulier, quoi. C'est frappant à voir. Ça tient à ce niveau de langue qui est... mi-châtié, mi-familier, avec de temps en temps des poussées à droite, à gauche. Et nous sommes bien d'accord que ce style est complètement différent de celui de Pharaon, par exemple, que vous avez beaucoup aimé, je me rappelle. Ou bien très différent de la trilogie ligérienne. Très différent. Oui. Et puis, avec Frédéric Dard, on parlait... Il y a toujours des histoires de repas abondants dans les Frédéric Dard. Et alors, Oui, il aime bien chez manger Ducreux, aussi, ça conduit aussi à des excès, voire à des coliques ou à des bonnes... Il y a un passage assez amusant où on parle de repas. C'était un moment délicieux, presque sacré. Alors je n'ai jamais osé dire que je n'avais plus faim. Et j'ai continué à manger pour ne décevoir personne. Maca m'a tiré de ce mauvais pas. Mon gentil loukoum, mon conjoint tout mellifère, mon beau sirupeux, surtout, ensuite, n'oublie pas ce que je t'ai demandé à ponctuer la schtroumpfette de ma vie. Mon elfette m'a fait follette, tout en me faisant fondre un cachet d'oxyboldine. Ça allait un peu mieux après, mais mon estomac gargouillait, je me sentais encore ballonné. Il est très nature. Il est très nature. Il reste très naïf dans le tome 2. Il sera encore plus naïf dans le tome 3. C'est un personnage, oui. Mais rappelez-vous, quand j'ai créé ce personnage, en fait, j'avais déjà une structure complètement établie pour Salsa Picante, mais c'était un scénario, enfin, un scénario, oui. C'était une histoire sérieuse, avec un détective privé très traditionnel, etc. Et est arrivée la pandémie, je me suis dit que les gens avaient envie de rigoler, avaient envie de bonne humeur et surtout de bienveillance. Et on a un protagoniste qui est extrêmement bienveillant. Oui. Et je pense que si Nacho Obispo était sorti il y a 10 ans, peut-être qu'il n'aurait pas marché. Oui. Mais là, au temps de la pandémie,
Et là, on est en pleine pandémie dans le tome 2. Oui, il y a des masques. Il y a des masques oui. partout. Il y a un mort de la Covid. Il y en a une autre qui est affectée, etc. Et bien, c'est un héros qui arrive à point nommé. Peut-être que dans 10 ans, il n'aura plus sa place non plus. Et est-ce qu'en écrivant, le personnage change un peu à mesure qu'on écrit, malgré les grilles protectrices d'un schéma préliminaire, est-ce que les personnages échappent un peu? Alors, il échappe, mais dans un cadre quand même qui est tracé à l'avance. C'est-à-dire que Nacho va moins vous surprendre que son épouse Maca, par exemple. Dans Le Moineau 4, dont on va sortir en 2023, elle va vous étonner, mais comme jamais. Et puis, il y a d'autres personnages pour lesquels j'ai de l'affection. J'aime bien le commissaire Dinandier. J'allais en parler, moi, des deux, de Dinandier. J'aime bien le Mamadou. lieutenant Mamadou Ndjambour, Oh, ouais. qui est grenoblois, comme son nom ne l'indique pas. Mais quand Et, il commence qui est à parler de ses ancêtres, alors, après, il faut arrêter parce que ça va faire comme un grillon. Oui. Pardon. Et puis, Et puis il y a les enfants aussi. Alors ouais. Tancred, je pense que Tancred a un rôle majeur dans ce... Et le double détective, il va s'en sortir Lucas, comment il s'appelle déjà? Alors, Lucas Kaganet. Kaganet. Alors, Lucas Kaganet... Le double détective, parce que c'est en miroir, je- cette histoire aussi. Il y a une double enquête. Donc, Il y a une double enquête. Il y a oui. une double enquête, Secrète c'est-à-dire au que non début. seulement Ouais. Nacho est chargé par le conseil d'administration d'enquêter sur le tirage et sur la tricherie ou non tricherie, mais ce qu'il découvre petit à petit, c'est qu'en fait, il a un concurrent, mais de l'autre côté de la barrière, à savoir quelqu'un qui est payé par le PDG pour Ouais. faire la démonstration qu'il y a eu tricherie. Et donc, à un moment, bien sûr, ils sont concurrents d'emblée, mais à un moment, il s'avère qu'ils peuvent coopérer. Et ils le font pas si mal que ça. Alors, Lucas Kaganet, qui est un journaliste du Progrès à 16 heures, qui est un joli personnage, qui est calqué sur Avec un ses journaliste gabardines. du Progrès qui s'appelle Luc Paganon, qui est le Ah. spécialiste de l'Asvel. Ah. Alors, je l'ai rencontré, je ne sais pas, je me sentais une affinité avec ce type-là. Et en fait, on s'est rencontrés et c'est une personne que j'apprécie beaucoup et qui m'a donné des idées assez surprenantes dont vous aurez de la teneur dans quelques mois. Ah, ouais. Il a une gabardine aussi. Non, il n'a pas une gabardine, Non. il est au contraire très très bien mis, bien de sa personne, etc. Parce que lui, Et c'est un type qui est très pro, passionné de basket comme moi, et puis il est extrêmement professionnel, quoi. Donc et toujours bien habillé, bien mis. alors toutes les inclusions du roman, quand on connaît un peu, on les retrouve. Hein. Par exemple, j'ai récupéré Jacques Bruyas, par exemple, qui était. Jacques Boyas, oui, Jacques Boyas qui m'a toujours donné de bons coups de pouce président des depuis quelques années. écrivains, président des Alors, c'est le écrivains. président de l'Union des écrivains en Rhône-Alpes. Voilà, c'est ça. Effectivement, Ouais. Jacques m'a aidé à trouver un éditeur. En fait, vous vous rappelez que pour Salsa Picante, j'avais 8 propositions de publication. 4, 5 qui n'étaient pas vraiment sérieuses, puis 3 qui étaient intéressantes. Et Jacques m'a dirigé vers Damien Corban, donc des éditions Héraclite, qui est un type fabuleux et qui est tombé amoureux de mon texte. Alors ça tombait bien, parce que c'est vrai que je pense que en tant qu'auteur, on a une activité un peu isolante. Donc, nos proches ont beau nous dire, bah ouais, c'est pas mal ce que tu écris, c'est drôle, etc. Il fallait un autre son de cloche, quelqu'un qui, ma foi, on n'est pas à son coup d'essai, quoi. Alors j'ai vu qu'il y avait RCF aussi dans le livre. Je me suis dit, tiens, RCF il y a les est... radios dans son livre. Il n'y a pas Radio Pluriel, mais on le mettra Radio Pluriel la prochaine fois. Parce qu'on Il y a eu s'attend à- RCF, parce que RCF m'a invité aussi. Et alors, avec... vous êtes sur un pied d'égalité, parce que chez RCF, il y a Jacques Plaine, qui était le président des libraires de France pendant 30 ans, ou quelque chose comme ça. Et puis, il y a Jean-Claude Duverger, qui est un type qui lit à fond les bouquins, comme vous, Michel. Donc, j'ai Et puis- énormément de et puis, plaisir à aller chez eux. Nacho aime bien se signer. Il dit qu'il est pas trop pratiquant, mais il se signe quand même à tout bout de champ quand même. Nacho, c'est un Voilà. faux cul. Ah C'est oui, vraiment un faux un cul. faux cul pour C'est un- l'Église. Parce que il se dit laïque et toujours
Mais en fait, il fréquente les curés, il va mettre des sous dans les troncs. Des billets de 100 euros. 100 Il euros. met un billet de 100 euros parce qu'il est plein aux as. Il D'habitude, n'a pas les une en- grande... L'argent, ça lui coule un peu entre les mains. Il n'est pas très bon, c'est pas un gestionnaire, quoi. Mhm. Mais bon, je crois qu'il a un fond... il a bon fond, ce garçon. Mais il est toujours en train de se défendre de... Par exemple, dans le Moineau 3, il y a un personnage qui est livide parce qu'elle a eu une sacrée surprise. Et Nacho dit qu'elle avait le teint blanc comme une nappe d'hôtel. Bon, ça ne va pas. C'est-à-dire que je multiplie les petites touches dans la direction de l'Église, des sacrements et tout ça. Mais C'est pour faire plaisir. C'est pour faire plaisir à Maca. C'est pour faire plaisir à Maca, c'est pour Voilà. faire plaisir à son épouse. Et au confesseur. Ah, le confesseur l'abbé Robinet. Alors, dans le Moineau 4, Robinet. l'entrée en matière de l'abbé Robinet à la brasserie Georges, dans le Moineau 4, va vous faire hurler d'ailleurs, je crois. Surtout quel nom, enfin moi. No comments en ces temps de... Oui, ça se passe aussi, j'aime bien voir le Café de la Cloche, moi, il se passe des choses au Café de la Cloche, c'est un sacré endroit. Hein. Il y a plein d'endroits comme ça de Lyon. Club de philosophes, etc. Ouais. C'est Bellecour, il se passe des tas de choses à qui a failli Bellecour. Il n'y fermer a pas que des moment, il y a eu antiquaires. un mouvement de soutien, ils ont failli fermer, rachetés par les fonds de pension et Oui, tout tout ça. à fait. Ouais. Donc Ouais. ils sont encore là, eux. Donc on est content de les retrouver dans ce livre. Voilà, Il y a voilà. plein d'endroits où on se balade, comme quand on va voir les loups à Courzieux. Alors ça, je me suis souvenu d'une sortie avec les enfants pour aller voir les loups à Courzieux. Les loups, c'est important, oui. Donc voilà, il se passe plein de choses J'espère que découvre. l'épilogue vous a plu parce que j'avais mis beaucoup de... ma femme et moi, on a emmené notre petit-fils à Courzieux. Et c'est vrai qu'il y a un rapace qui lui est passé au-dessus de la tête, comme ça. Et qu'il lui a pris sa casquette. Et qu'il lui a oui. pris sa Ah, ça, casquette. c'est un épisode vrai, là. Oui, c'est un Ah, épisode c'est trop drôle. vraiment rêvé. Ouais. Ah oui, je me souviens de ces grands loups blancs qui étaient là, les enfants. À l'heure des Ouais. loups. Et puis il y a toujours ce pied de nez à la dernière ligne. Quelle est la dernière ligne de celui-ci? La dernière ligne, c'est... Et ainsi fut-il. Aussi. Bon, on va se signer. Et c'est vrai que c'est... Non, c'est futile, surtout. Futile. Ah, futile. Les jeux de mots. Oui, il y a beaucoup d'humour donc qui traverse. Alors, au début, je me suis dit, je vais le brancher sur Cato, Scato. Mais Alors, Scato, c'est plutôt le bas corporel. C'est plutôt les gargouillements du ventre de Nacho. oui, alors c'est c'est vrai. colique, c'est machin. C'est vrai qu'il a une petite Tout ce qui colique. se ouais. mange, machin. Enfin, ouais, Il a une petite colique, mais c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Non, je ne suis pas attiré par le scato, personnellement. Je serais plus attiré par l'eschatologie, c'est-à-dire la création du monde, etc. Donc, d'un point de vue strictement philosophique. Nacho n'est pas vraiment un grand philosophe. Hein. C'est pas vraiment un grand Non, philosophe. mais, Disons que, au contraire, c'était quelqu'un de modeste, donc il va certainement pas. Par contre, le grand-père le ramène avec alors, le des grand-père, principes philosophiques assez fascinants. Je ne sais pas si vous avez apprécié sa contrefiche. Oui. Là, j'ai rigolé tout seul quand Oui, j'ai oui. écrit ces paragraphes-là sur C'est la amusant, contrefiche. Je me dis, ça. c'est pas Oui. possible. Il y a des fois où je me dis, mais c'est pas possible que tu écris. Ça va jamais passer. Ça n'a jamais passé. La concierge portugaise dans le premier, des tas de choses du deuxième, etc. Je me dis, c'est pas possible, ça ne va pas passer. Et ça passe, personne ne m'en fait jamais la remarque. Donc, j'ai l'impression de tirer sur un élastique et avec la crédibilité de mon texte et la crédibilité des gens. Mais j'ai l'impression que The Moineau est un personnage tellement aimé par les lecteurs qu'il peut tout se permettre. Puis on lit tellement de choses stupéfiantes partout. On lit des choses incroyables qui sont pas pensables, quoi. On a toujours vécu avec l'idée classique que l'extraordinaire n'avait pas lieu. C'est pas vrai du tout. La réalité, elle est constamment dans l'extraordinaire. Dépasse la fiction. Oui, tout à fait. L'autre jour, il y a une dame qui est au Canada, mais enfin, bon, elle a entendu un grand bruit chez elle, une météorite est tombée sur son lit, par exemple. Non, mais c'est incroyable. C'est des choses absolument stupéfiantes. Ouais, j'avais lu ça, oui. Et c'est pour ça que c'est quoi? C'est une invitation pour le moineau numéro 5? Mais l'écrivain avec son petit carnet, il note toutes ces choses et puis pof, il les ressort. Ces choses de la vie de tous les jours. Alors j'ai cessé de noter. Vous avez remarqué que Nacho note de manière obsessionnelle avec son stylo mine dans son petit carnet noir. Ça, c'est
petite nouveauté du tome 2. Mais personnellement, j'ai cessé de noter ça. Sinon, quelquefois, dans mon smartphone, dans mon téléphone, oui. Mais il faut vraiment que ce soit... Je pars du principe que si c'est bon, ça va me rester en tête et en mémoire. Si c'est mauvais, ça ne mérite pas d'être noté. Comme j'ai toujours été un mauvais étudiant et je prenais beaucoup de notes, mais je ne les lisais jamais. Alors je me suis dit, maintenant, tu n'es plus obligé de faire ça. Mais il faut parfois un certain temps pour savoir si c'est bon ou c'est pas bon, quoi. Spontanément, on est attiré par quelque chose, puis on relit parfois, on dit pourquoi j'ai noté ça. Mais au bout d'un certain- Exactement, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que je crois qu'il ne faut pas s'attacher à du ponctuel, de l'extrêmement ponctuel. Et moi, il me faut un tableau d'ensemble et quelque chose, et que je puisse jouer avec des touches. Mais une simple ligne de dialogue, etc., si ça tombe comme un cheveu sur la soupe, si c'est pas intégré dans un tout, ça me semble beaucoup moins intéressant. Ouais. Je voulais qu'on parle des scénarios, mais ça va être trop tard. On a eu un petit souci de timing. Je crois que ce sera pas la prochaine fois. On en reparlera de ces scénarios écrits par Jean Ducreux et qui sont publiés d'ailleurs, puisque j'ai un exemplaire. Alors, il y en a un seul qui est publié, c'est un petit volume, enfin un volume A4, pardon, donc assez... qui s'appelle 8 scénarios de court-métrage et qui, à ma foi, reçoit un bon accueil de la part des ciné-clubs, des vidéoclubs et des étudiants de cinéma. Eh bien, on en reparlera plus amplement la prochaine fois avec le tome 3. Donc, tirage gagnant, c'est le Moineau de Bellecour. Ça va être aux éditions Héraclite et on va le trouver partout. Absolument partout. Partout. Il y a vraiment l'éditeur a réussi à tisser sa toile sur tout Lyon et on le trouve dans un grand nombre de librairies et de points de vente. Voilà, puis on se fait plaisir en le lisant et il fait 240 pages quand même. 240 pages. C'est sérieux, pour un jour de pluie. Je pensais qu'il allait faire plus. Et peut-être que, on en parlait tout à l'heure, peut-être qu'il aurait pu faire 20 pages de plus avec... Des pages coupées dont on ne parlera pas, parce Ouais. qu'elles ont été coupées, puis qu'on n'a plus le temps. On va finir par une petite musique. Et merci Jean. Merci à tous les deux. Merci Bernard également. Et à très bientôt pour À bientôt. pour la suite.